Ordinateur, moi, donc je vais demander. Ah, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, c'est Franchement, Valérie qui introduit ou c'est moi? Go ahead. Moi. Bonjour à tous. Donc, bienvenue donc, pour cette nouvelle rencontre intergénérationnelle, cette fois-ci avec Kenny du peuple soumis de Nagaland. Donc, je vais d'abord, comme d'habitude, vous faire une brève introduction sur une contextualisation des droits des peuples autochtones en Inde, puis vous présenter notre passionnante intervenante. Et nous lui donnerons ensuite la parole donc, pour échanger sur le peuple soumis, leurs droits au territoire, la protection des femmes et des enfants soumis, les connaissances traditionnelles, les savoirs traditionnels sur la biodiversité et la situation des générations futures. Donc, tout d'abord, donc, une brève introduction donc, sur les peuples autochtones en Inde, ça sera très bref. Donc, il faut savoir que les plus larges concentrations de populations autochtones se trouvent en Inde dans les 7 États du Nord-Est et dans la ceinture tribale centrale, s'étendant du Rajasthan au Bengale occidental. Il y a plusieurs lois et dispositions constitutionnelles en Inde qui traitent des droits des peuples autochtones, notamment au sein du 5e amendement et du 6e amendement. Le 5e amendement donc, concerne les territoires de l'Inde centrale, tandis que le 6e amendement donc, concerne certaines zones du nord-est de l'Inde, donc notamment Nagaland. Donc, ces amendements reconnaissent des droits à la terre et à l'autodétermination dans une certaine mesure pour les peuples autochtones qui sont reconnus non pas en tant que peuples autochtones, mais en tant que tribus dites répertoriées. L'État de Nagaland, d'où provient Kenny, compte environ 2 millions d'habitants, dont 90% vivent de l'agriculture. Les principales cultures sont le riz, le maïs, le millet, le tabac, la canne à sucre et la pomme de terre. Maintenant, je vais vous présenter notre intervenante Kenny. Elle vient d'un village autochtone d'Alufumi dans l'État du Nagaland, situé au nord-est de l'Inde. Son père était chef de village. Après le décès de son père, survenu quand elle avait 6 ans, sa mère est restée au village pour l'élever avec ses 9 frères et sœurs. Elle a ainsi poursuivi ses études tout en étant sa mère dans les travaux agricoles et à l'éducation de ses frères et sœurs. Au décès de sa mère, elle a continué de soutenir les études de ses frères et sœurs tout en poursuivant elle-même ses études qu'elle finançait tout en travaillant et en vendant l'artisanat qu'elle confectionnait. Dans ce contexte, elle est parvenue à finaliser ses études, de brillantes études en théologie et a obtenu également un master en philosophie. Entre 2000 et 2010, alors qu'elle étudiait à Chennai, elle a activement contribué à la lutte contre le trafic d'êtres humains, elle nous en reparlera. En 2013, elle a cofondé puis présidé l'Alliance de Nagaland pour le droit des femmes et des enfants, notamment pour lutter contre les violences exercées à l'encontre des femmes et des enfants dans son État. Dans cette lutte, prenant conscience donc, que la population manquait d'accès et méconnaissait les mécanismes de la justice, elle s'est alors formée en tant qu'acteur paralégal. Elle a également amplement lutté pour assurer la participation des femmes à la prise de décision dans toutes les questions qui les concernent, laquelle était marginalisée par les lois coutumières. Elle a ainsi plaidé auprès des anciens de son village en faveur de la participation des femmes au sein des instances politiques coutumières. Ce combat pour la justice et l'égalité des genres, qui a été mené pendant plusieurs décennies, a été poursuivi à toutes les échelles, donc de l'échelle locale au niveau de son village, au niveau donc de son État de Nagaland, mais aussi au niveau national et à l'international, au travers d'une grande quantité d'organismes. En reconnaissance donc de son impressionnante implication pour la protection des femmes, des enfants et des droits des peuples autochtones, elle a notamment reçu de nombreux prix depuis une dizaine d'années. Donc, après cette brève présentation, je vous remercie de nouveau, Kenny, d'être parmi vous. Je vous demanderai de me préciser parce que je vous connais comme NK Kenny. Peut-être que votre prénom n'est pas Kenny. Vous pouvez me le préciser et je vous remercie encore donc, de votre participation. Thank you, Leslie. Oui, merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité de participer à cette réunion. Mais je ne suis peut-être pas la personne parfaite pour parler de cela, mais en tout cas, je suis ravie d'être ici sur cette plateforme. Et c'est Kekli Gemi, en fait, mon nom entier. Et en fait, il y a le prénom de mon père. Et donc, Kenny, c'est mon deuxième nom, en fait. Ça. Ketli est votre prénom, alors, c'est ça? Sorry? Say again. Ketli est votre prénom, c'est bien ça? Ketli? Yes. D'accord. Yes. Est-ce que je peux Oui, tout à fait. vous nommer comme ça pendant l'entretien?
par votre prénom? Yeah, no problem. You can use Bien either évidemment. Vous pouvez Ok. m'appeler Kenny ou bien avec mon prénom, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, donc, Kathleen. On va commencer notre entretien. On va d'abord s'intéresser donc à votre peuple, présenter votre peuple, les droits de ce peuple et de son territoire. Il y avait une main qui était levée. Attendez, un participant. Je ne vois pas de questions particulières. Donc, en premier lieu, est-ce que vous pourrez nous présenter donc le peuple Sumi de Nagaland, préciser où se situe son territoire traditionnel, qu'est-ce qui caractérise le territoire de votre peuple et de nous donner donc quelques indications aussi sur ce qui caractérise votre peuple. Tout à l'heure, je vais partager quelques images pour situer où se trouve donc l'État de Nagaland et une image de votre village que vous m'avez généreusement confié pour présenter aujourd'hui. Leslie, est-ce que vous m'entendez sur le canal français? Oui, Est-ce que je vous vous entends. m'entendez? Oui, Oui. pourriez-vous assigner également le rôle d'interprète à ma collègue qui vient de nous rejoindre? Oui. Voilà, il s'agit de Dominique. Merci instant. beaucoup. Alors, je vais voir parce que moi, Oui? je ne sais pas faire ça, donc je dois chercher malheureusement. Peut-être que Émilie peut nous aider. Okay. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much for giving opportunity. Oui, merci encore de cette opportunité. Et donc j'appartiens à l'ethnie Sumi, la tribu, qui est donc l'un des peuples autochtones de la communauté parmi les tribus les plus importantes. En fait, nous avons plus de 60 tribus. Et dans ce territoire précis du Nagaland, on en a 16. Donc, en fait, Sumi, c'est l'une de ces tribus, l'une des plus importantes. Et aussi, elle est connue sous le nom de Emma également. Et donc, c'est très important de comprendre ceci pour bien voir les différents groupes. Et nous sommes présents sur le territoire de Nagaland. On a 14 districts. En fait, les Soumis habitent l'un de ces districts et beaucoup se sont dispersés, puisque nous avons d'autres districts qui se sont étendus sur le Nagaland et il y en a 7 autres. En fait. Alors, les villages Soumis dans Tanshekia, par exemple, dans toujours l'état de Nagaland. Et il y a peu de documentation, hélas, qui peuvent témoigner de notre, de notre présence, eh bien, y compris par rapport à notre présence, notre village, notre population. La population est donc le village est d'environ 400. En fait, là, il y a 400 villages. Et donc, le Soumis est l'une des populations les plus unies. Et donc, quand je disais que voilà, on est tous très unis, puisque nous sommes très célèbres pour notre honnêteté et simplicité, y compris la loyauté, dans le cadre de la tribu, naturellement, pour s'entraider, nous tous, y compris avec les autres tribus, justement, voisinantes. Et c'est quelque chose qui est très important au niveau du background, du passé des ethnies soumis. I cannot hear. Merci beaucoup, Kenny. Je disais donc en lien avec ce que vous venez d'expliciter, donc je montrais auparavant l'état où se trouvait situé l'état du Nagaland, on a montré une image de votre village. Et comme vous l'expliquez, justement, cette entraide qu'il y a entre les différentes tribus, est-ce que ça a un impact aussi par rapport au mode de gouvernance de votre État? Est-ce qu'il y a des modes de gouvernance partagés, que ce soit politique ou par rapport même aux ressources naturelles, dans l'état du Nagaland, entre les différents peuples autochtones ou ethnies, comme vous l'indiquez?
Uh, um, I will be Oui, grateful to you if I can je share pense about que, my own tribe. eh bien, je peux parler de ma tribu, des Soumis, et Behalf of Simi, I'm nous very avons, grateful to talk about all behalf of évidemment, je Simi. ne peux pas parler au Since nom I de belong tous to les Simi Soumis, mais women, comme I have j'appartiens every aux right to femmes talk Soumis, j'ai about le droit de parler how naturellement sur comment my voice to be heard. ma voix peut être So entendue. Donc, Simi, oui, les Soumis, as per the Simi, we et use comme membres des Soumis, eh bien, nous avons justement ce droit coutumier qui est custom appliqué. En laws of the utilisant ce land droit in coutumier, village level eh bien, justice au niveau des enforcement law. villages, ça s'applique à Villages différents has niveaux et own ça veut dire que chaque customary village a son propre droit law, but coutumier, that law mais is not ce droit unwritten. coutumier n'est pas écrit. Ceci dit, Their chaque own village a euh, customary law sa propre application du droit of coutumier. justice Hein, donc, c'est and une the application de la function of justice executive branch. naturellement, et puis des fonctions d'exécution Meanings of évidentes. Bon, on a social aussi tout practice ce qui and concerne les custom pratiques law including sociales, le droit coutumier qui inclut also religious aussi des customs aspects religieux. are the areas of Et village puis, naturellement, les zones administration frontalières, and l'administration des villages, chieftainship. et puis tout ce qui concerne Within la the direction. chieftainship, each Et village donc, chaque there is a village chief a son village chief. propre Village responsable, chief hein, is there. et naturellement, Its own generation ceci, to generation. et ceci comment dirais-je, se décide de The génération en Simi génération. members are Et puis, symmetrical and by traditional have their nous own avons authority system. une hiérarchie spécifique au niveau Where de the l'autorité, chieftain c'est-à-dire que le have responsable a, heredity status un statut and as de per the Simi représentant, tribe, which is et definited en in particulier, Proposal ceci est défini clairement, parce qu'il y a des différences aussi chieftainship. entre les tribus It is par also rapport a à leurs form représentants. Et c'est aussi of une self-government forme d'autodétermination, expression de with gouvernance, puisque political and c'est une economic reconnaissance power politique, économique, n'est-ce pas? Il a tous ces for pouvoirs-là en main. there Donc, are also we have on a aussi, different law which des village lois authorities spécifiques qui définissent and l'autorité des village villages council et les conseils can aussi. use and Et donc, control tout the cela whole village peut être utilisé pour le for the contrôle de l'ensemble welfare du of the village, n'est-ce pas? villages. Pour le bien-être du village en lui-même. Voilà. Is it right? Est-ce que cela vous satisfait? Bien sûr, Kenny, c'est très intéressant et très complet. Et donc, dans quelle mesure, en fait, quelles sont les interactions avec l'État, avec l'institution étatique, avec les lois de l'État, donc dans votre village et dans les villages que vous gouvernez? Oh yes. Oui. There is a state Alors, law tout of, d'abord, il y a there une is loi étatique Village Act. au niveau du There is already village, amended et Village donc Act law. c'est That une means loi each précise village qui permet en chieftain fait has to be aux responsables recognized by d'être the government reconnus par le gouvernement général, enfin for national. Et those where there is no recognition from the government side. alors, il n'y a pas de reconnaissance officielle par rapport de la part du gouvernement, puisque c'est comme je le disais, un legs, n'est-ce pas, par rapport à leur père. Et donc, Village Act law, whereas on a en fait chairmanship cette council, village présidence, council, on a une sorte de conseil présidentiel qui a and to be ce pouvoir for the welfare of the village, de gérer le bien-être and there are du also village, des habitants, mais aussi women. They also les have a provision for femmes. the women who can C'est-à-dire part que of les femmes welfare of peuvent village être partie society, prenante village de la société en général, council. naturellement, du village, mais également du But conseil. so far Donc, till elles peuvent y now, participer. Mais jusqu'à many maintenant, villages il y a beaucoup de have not villages been qui given n'ont pas opportunity for the cette women to be opportunité in pour les femmes. village C'est-à-dire que, council. voilà, les femmes ne participent So pas most of aux the time is conseils opportunities could be régionaux. Et men donc, folks
comme je le disais, il y a une domination des hommes dans ces conseils. Euh, et donc, par rapport encore au bien-être et du village, donc ces conseils peuvent naturellement faire des pas concernent l'autorité du village. Et en tout cas, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que voilà, quand il n'y a pas de représentation de femmes, cela, comment dirais-je, n'est pas correct en tant que tel, puisqu'il faudrait que les femmes participent et soient représentées en tant que partie prenante de, des communautés. Voilà. Merci Kathleen. On va revenir tout à l'heure justement sur les combats que vous avez menés pour assurer la participation des femmes, notamment au niveau politique dans votre village. Et vous avez mentionné là maintenant à plusieurs reprises donc, la notion de bien-être, comment le village était chargé d'assurer le bien-être du village et donc de votre peuple. Donc, qu'est-ce que pour vous, pour les soumis, en quoi consiste le bien-être? Yes. Oui. Alors, je pense qu'en tout cas, dans le cas de mon village, en tout cas, spécifiquement, comme je le disais, les femmes n'ont pas toujours l'opportunité d'être représentées dans le pouvoir décisionnel, dans la prise de décision. Et donc, le fait, le fait que les femmes puissent participer à la vie du village, y compris avec voilà, des décisions, ceci est très important. Donc, et ça, dans notre village, c'est très vrai. Ensuite, je pense que les femmes doivent encore, comment dirais-je, participer à tout cela. Et donc, la, alors, le territoire, la terre n'est pas donnée aux femmes. Attention, ce sont les hommes, les héritiers masculins qui peuvent bénéficier de cet héritage. Et donc, voici l'une de mes batailles, de pouvoir donner ce droit aux femmes. Et donc, nous donnons au peuple et aux populations cette opportunité. C'est un message très fort que je souhaite divulguer, puisque il faut communiquer pour reconnaître le pouvoir des femmes, des filles. Il faut que les filles aient le même pouvoir que les fils, n'est-ce pas? Dans le cadre de toutes les communautés, ceci est fondamental, c'est l'une de mes batailles. Et puis, mon expérience personnelle, c'est aussi d'avoir des jeunes filles et garçons, de reconnaître le respect et la reconnaissance de leurs propres sœurs, mais aussi pour les jeunes filles de valoriser leur rôle, mais aussi de faire des économies et de limiter les dépenses pour pouvoir acquérir des terres et du coup développer leur identité, leur formation, leur éducation. Donc voilà, je pense que ça fait partie de cela, puisque c'est le rôle du village et le bien-être des habitants. Merci Kenny. Justement, en relation donc, avec le droit aux terres, comme vous avez mentionné, donc, selon les lois coutumières donc, de votre peuple, donc, les femmes n'ont pas le droit aux terres et vous luttez pour qu'elles acquièrent ce droit aux terres. Déjà, pourriez-vous nous dire si les terres de votre peuple bénéficient d'une protection légale, si vous avez des terres titularisées, si ces terres sont des titres collectifs ou individuels, et si actuellement vous avez des problèmes justement pour bénéficier, pour utiliser ou pour accéder à ces terres et aux ressources naturelles qui sont liées. Yes. For my Oui, observation, en fait, par rapport à tout ce qu'il en est, nous avons 4 types
de propriété ou de propriétaires. Tout d'abord, la collectivité qui appartient à la communauté des villageois, et donc la terre appartient à tous en tant que voilà, bien-être global. Mais il y a aussi une terre, enfin, un territoire qui appartient spécifiquement à la communauté. Mais donc, il y a beaucoup de territoires, beaucoup de terres. Et donc, il y a des clans spécifiques qui ont certains territoires. Et comme je le disais, donc ceci dépend. Il y a donc l'autorité dans ce cadre de gérer un territoire et ça se passe de génération à génération. C'est un legs. Et puis, il y a aussi des individus, des privés qui ont certaines terres, qui les possèdent. Et donc, dans mon enfance, par exemple, en pensant à tout cela, il n'y a pas beaucoup de terres privées. Mais on va dire qu'il y a des nouvelles générations qui sont en train d'arriver et qui ont voilà, plus cette opportunité d'acheter ou d'avoir des terres privées. Par exemple, durant mes études, eh bien, pendant mes études, j'avais un part-time et j'ai pu acquérir, comment dirais-je, une terre. Et donc, cela m'appartient. Et cela m'appartient jusqu'à ce que je donne la permission à quelqu'un d'autre d'être avec moi, de la partager. Et donc, je peux jouir de ma terre individuelle, de ma terre privée. Donc, c'est une opportunité qui est donnée, y compris à une femme, parce que vous pouvez l'acheter. Si vous avez la possibilité de l'acheter, vous pouvez le faire. Et du coup, voilà, c'est un territoire qui vous appartient et c'est vous qui le gérez. Et quand on a une terre, on a une vie. Et puis, attention, il y a aussi des terres qui appartiennent aux responsables. Et donc, chaque village a, par exemple, sur les collines, et la plupart donc, des habitants se déplacent de tribu à tribu pour pouvoir acheter ces terres qui établissent, qui appartiennent aux responsables. Et donc, voilà, et ça, encore une fois, ça sera voilà, légué de génération en génération à tous les responsables. Bon. Ensuite, comme je le disais, l'une des petites filles du responsable de ma terre, eh bien, je ne peux pas en hériter, comme je le disais. Pourquoi? Parce que, puisque j'y habite, eh bien, ça veut dire que je suis présente et je peux l'utiliser. Alors, elle ne sera pas à moi, mais je pourrais cultiver, l'utiliser pour des cultures, donc utiliser aussi sa forêt, et puis, y compris prendre du bois, etc. Bref, c'est exactement ce qui est possible, c'est qu'on peut finalement exploiter ces terres, même si elles ne nous appartiendront pas. Est-ce que c'est bon? C'est bon, et puis vous nous donnez l'occasion de demander des précisions. Et vous parlez justement de la gestion collective des terres, donc par les clans. J'aimerais bien savoir comment se passe la gestion collective et en quoi elle consiste, quel type d'usage est fait donc collectivement des terres. Et ensuite, j'avais une autre question sur un conflit de terres, mais une photo que vous m'avez montrée, mais ce sera la question suivante. Pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez habiliter ma collègue à interpréter également? Parce qu'on va devoir se passer le micro. Merci. Oui, j'avais demandé à mes collègues. On va faire ça. Merci. Donc, la plupart, comme je le disais, la majorité, en tout cas, de ces personnes, eh bien, la terre, et justement, et comme je l'ai dit, appartient pratiquement dans sa totalité aux hommes. Et il y a une portion très, très limitée, voire pratiquement inexistante, qui appartient aux femmes. Alors, comment les clans utilisent donc leur terre, y compris les responsables? Bon, en fait, nous avons la possibilité chaque année
au niveau des changements, des cultures, n'est-ce pas? Parce que voilà, il y a des alternances au niveau de tout cela. Et donc, cela est fondamental, hein, parce que voilà, on peut donc distribuer de façon différente les terres chaque année et avoir les cultures qui peuvent s'alterner. Et donc, ceci est excellent. Euh, et donc, voilà pourquoi c'est fondamental, hein, d'utiliser cela et de gérer cela. Et donc, cela crée bien sûr des recettes, des entrées d'argent. Interprète. Merci. Je pense qu'il y a eu un changement d'interprète. Il y a une petite coupure. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut refaire un essai avec la nouvelle interprète? Bah, je vais poursuivre. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien, Kathleen? Yeah, I cannot hear in English. Ok, ça marche à nouveau, c'est bon. Ok, pardon pour cette interruption. Je vais désormais partager mon écran et montrer donc une autre image que vous m'avez confiée. Et vous m'avez dit donc qu'il s'agissait d'un conflit. Est-ce que vous voyez cette image, Kathleen? I cannot see. Ah, est-ce que vous voyez mon Yes, image? yes. Merci. Est-ce So que vous you pouvez want me to explain about Vous voulez que j'explique? Voilà, Vous exactement. voulez que j'explique cette image? Quelle est cette image? Yeah. So D'accord? this is, Oui. Among the Naga tribes, C'est donc cette tribu autochtone. Nous avions eu des questions de terre avec d'autres communautés et même des problèmes de terre qui se chevauchaient. Donc, c'est un des lieux où les tribus se retrouvent pour dire que la terre appartient aux propriétaires. Nous croyons, c'est nos coutumes, que notre terre, même 1 centimètre, nous ne pouvons pas la donner à quelqu'un d'autre. Et nous ne voulons pas encourager de pouvoir que quelqu'un d'autre prenne un autre morceau de terre de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une coutume. C'est quelque chose de fondamental. Et nous pouvons vivre ainsi en harmonie, en paix entre nous, reconnaître chacun, respecter chacun, parce que la terre a un propriétaire. C'était ici une bonne occasion de pouvoir me réunir avec 3 tribus d'autochtones et les responsables notamment, ceux qui prennent des décisions. Nous avons donc visité ce lieu pour vérifier quelle était la position et d'aider à ce que 2 parties puissent se comprendre. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire ici. Pouvoir parler avec les personnes principales, les personnes concernées. Merci beaucoup, Kathleen. Donc, ça montre vraiment cette gestion autonome donc, de terre et territoire que vous avez donc, dans votre espace, dans vos villages. Et maintenant, pour avancer un petit peu, maintenant, je voudrais revenir sur la question de la paix. Parce que comme vous le savez, donc, la chaire s'appelle Chaire Normandie pour la paix avec la terre. Et donc, ma question donc, est pour les soumis, pour votre peuple ou pour vous, donc, que signifie le concept de paix dans votre langue et dans l'expérience de votre peuple? Yeah, there's so many people. Oui, le peuple soumis croit dans le concept de l'amitié et de l'harmonie sans violence. C'est-à-dire qu'on utilise cela, on utilise ça pour la gestion de conflits, pour la liberté, pour ne pas avoir de violence entre individus ni entre groupes. Les femmes, je suis aussi une femme et j'ai de l'expérience, sont des agents importantes parce qu'elles apportent la stabilité dans la vie des familles
dans la protection aussi, et pour faire la promotion de la réconciliation et la paix, même dans des situations dramatiques ou très difficiles. Donc, les femmes soumises, traditionnellement, ont des règles pour être des faiseuses de paix, pas seulement les femmes soumises. Lorsque nous avons eu un conflit, quand nous sommes face à de la violence, toutes les femmes de Nagaland sont très fortes et elles sont fortes pour tenir ferme et pour être des agents de paix. Et souvent, elles agissent comme intermédiaires, comme médiatrices entre des tribus qui se font la guerre. Elles ne portent que des messages, des décisions qui ont été prises par les dirigeants, les hommes. Depuis le début de la violence, les femmes je pourrais dire que les femmes ont été sur le front, sur la ligne de front du processus de paix. Elles sont vigilantes, elles font en sorte d'éviter toute violence. Et de temps en temps, elles demandent aux tribus, avec beaucoup de questions, même parfois des forces armées, même elles demandent donc aux forces armées de se retirer même lors de clashs, des communautés également, de se retirer de tout ce qui a à voir avec l'affaire, dans tous les cas aussi de violences sexuelles également, de torture, de tous les cas de violence, de torture envers les peuples autochtones, envers les villageois. Les femmes sont là aussi et jouent un rôle pour une coexistence pacifique et pour protéger nos communautés. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Et donc, en lien avec ce que vous venez d'expliquer, de quelle façon est-ce que vous formez donc les jeunes filles pour être ces messagères de paix, donc pour savoir comment résoudre les conflits? Et une deuxième question, je vais vous la donner en même temps. On parle souvent de justice restaurative pour les peuples autochtones. Donc, quel en est-il donc selon vous en tant que femme, en tant qu'habituée donc à la résolution des conflits? Quelles sont les meilleures solutions selon vous pour sanctionner une personne qui a commis un délit ou un crime? There is many Eh bien, il y a différentes formes de crime. De quel genre de crime parlez-vous, par exemple, Alors, pour que je puisse partager? Effectivement, il y a plusieurs niveaux. Ça peut être une personne qui aurait commis un vol, un simple vol dans des champs ou un vol de biens. Ça peut être une destruction d'objets, une violation d'une règle coutumière ou encore, comme vous avez parlé donc de violences sexuelles. Donc, quelles seraient là les sanctions qui seraient… Est-ce que les sanctions sont bien décidées au sein du village et de quel ordre? That is, as I said in the beginning, Au début, nous avons donc la loi du village, mais ce n'est pas une loi écrite. C'est la loi coutumière qui n'est pas écrite, qui n'est pas la même pour toutes les ethnies. Et bien que je sois soumis, chaque village, en fait, a ses lois coutumières. Il y a donc différentes lois, Kosomolo, les médites. Je répète donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de loi écrite, rien d'écrit. C'est comme une loi, ce sont des pratiques en fait de loi un peu qui ont été pratiquées de génération en génération, mais au niveau du village, chacun respecte l'autorité. Un village
peut être vulnérable et qui veut peut-être moins obéir pour être de bons êtres humains. Comment être utile, être quelqu'un d'utile pour la société et comment protéger son village et ses droits de terre et notamment comment être une bonne personne au sein de la communauté. Ces choses sont là également. Par exemple, dans des villages, s'il y a encore des choses, les gens ne vont pas forcément agir rapidement pour punir, mais ils vont avoir une réunion de conseil, il y aura un avertissement envers la personne qui aurait commis quelque chose. Concernant maintenant la violence sexuelle ou le harcèlement sexuel, toute forme de crime contre les femmes, contre les jeunes filles, contre les enfants. Il y a eu beaucoup de cas avec les enfants. Par ailleurs, je veux me focaliser pas seulement sur mon village ici, mais me focaliser en particulièrement sur cette tribu, les tribus et des peuples autochtones. La plupart du temps, les femmes autochtones, les enfants, les jeunes filles sont souvent les cibles parce que beaucoup de personnes en dehors des communautés autochtones beaucoup sont là pour convaincre les parents, notamment les jeunes, pour leur dire que ben voilà, il n'y a pas d'emploi pour vos enfants. Donc, ils enlèvent les enfants pour les emmener dans les villes. On entend beaucoup de cas ou de choses qui ne sont pas applicables à nos lois coutumières. Donc, dans ces cas-là, nous avons recours au soutien juridique dans la loi coutumière. Si quelque chose se passe aux villageois, eh bien, la personne doit faire face aux conséquences de ses actes. Donc, on ne doit pas sous-estimer les femmes, les filles, les enfants qui sont d'abord des victimes à la base. Et sont souvent même des victimes dans les villages, dans les propres familles, dans les communautés. Dans ces cas-là, nous cherchons un soutien juridique, institutionnel pour soutenir les cas, pour pouvoir justement protéger les jeunes femmes, les enfants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose peut-être? Non, vous ne pouvez pas oublier parce que nous, on ne fait qu'apprendre avec vous. Donc, il n'y a aucun oubli, il n'y a que des apprentissages pour nous. Merci beaucoup, Kathleen. Et donc, justement, en lien toujours, parce que c'est vous avez annoncé, on va revenir dessus, on vous avait annoncé la situation de l'enlèvement d'enfants de leur village vers les grandes villes. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. On sait que vous avez travaillé justement pour lutter contre le trafic des êtres humains. Donc, on va revenir sur cette question tout à l'heure. Et aussi, comme la protection des femmes et des enfants donc, est votre grand combat, j'aurais aimé que vous nous reparliez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc de votre grand succès à ce que dans votre... je l'avais noté quelque part, le comité, je partageais mon écran, mais il y a une institution dans votre village qui à l'origine était gouvernée que par des hommes et vous avez obtenu donc, la participation de 2 femmes, et vous notamment, pour participer à la prise de décision. Donc, j'aimerais que vous me parliez donc comment s'est déroulée cette expérience, les difficultés que vous avez rencontrées dans cette expérience. First is partagez. Yes. First, I want to come to. D'abord, je veux parler du trafic humain. Le trafic s'est passé dans la partie sud de l'Inde lorsque j'étudiais. C'était un village qui était limité, qu'il n'y avait pas grand-chose. Je devais aller dans la ville pour pouvoir étudier. Et pendant ce temps-là,
J'avais beaucoup de compassion pour mon peuple. Je connaissais les gens qui étaient venus du sud de l'Inde et j'avais appris qu'il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons aussi, qui pensaient qu'ils auraient une meilleure éducation, qu'on les avait convaincus qu'ils auraient une meilleure éducation, de meilleurs emplois, de meilleurs établissements, etc. On les a donc convaincus, ces enfants et ces parents innocents des villages, et ce sont donc les gens qui ont emmené les villageois dans les villes. Et la plupart des enfants ont été abusés sexuellement. Il y a des enfants qui étaient envoyés pour faire le travail de domestique, le travail de construction. Et j'ai appris, il y a eu beaucoup de cas d'enfants qui étaient très malades, qui n'étaient pas soignés. Certains se sont enfuis d'où ils venaient. Et quand ils se sont enfuis, je n'ai pas la même race que les Indiens, même si je viens de la même race, mais les gens vont, bien sûr, vont combattre ma couleur et mes enfants et ma peau. Donc, nous avons automatiquement, nous, accueilli ces enfants qui étaient en fuite. Et l'enfant qui arrive nous dira, voilà, j'ai d'autres frères, d'autres sœurs qui sont également dans cette situation, qui sont enfermés dans des endroits isolés. C'est ce qui s'est passé dans les années 90. En 2000, nous avons donc volontairement, bénévolement secouru des enfants que nous avons renvoyés dans différents endroits. À la fin, plus de 200 enfants nous avons ainsi secourus. Et voir ces enfants qui étaient dans des conditions déplorables, qui n'avaient rien à manger, à qui on a promis de leur donner de la nourriture de qualité, de l'éducation, un meilleur endroit où vivre. Mais là où ils les ont gardés, c'était terrible, les conditions étaient terribles. Ça a été mon expérience dans les années 90, 2000, jusqu'en 2010 environ. Nous avons énormément secouru d'enfants, de jeunes filles, de garçons qui venaient de mon pays. Alors, quels sont les défis? Ce n'est pas facile, secourir les enfants. Il faut le faire pas à pas parce qu'on doit avoir recours à la police. Et il faut que les enquêtes soient faites. Nous avons fait des enquêtes. Sans avoir fait cela, on ne peut pas prendre l'enfant. Et même quand on veut prendre l'enfant, ce n'est pas facile de le faire. Dans beaucoup de cas, ils ont voulu que j'aille même en prison. Ils m'envoyaient en prison parce qu'ils pensaient que je faisais partie de ceux qui détruisaient les vies, les enfants. Mais moi, je voulais simplement sauver les enfants qui souffraient. Chaque enfant doit être réuni à sa famille, à ses parents. Ça, c'était un grand défi. À l'époque, je travaille dur. J'étudiais dur aussi. Donc, je n'ai pas pu J'ai fait de mon mieux pour étudier. J'étais une femme, je voulais avoir cette connaissance, mais je n'ai pas forcément pu réussir les études comme je voulais. Donc, j'avais étudié un peu comment aider et nous avons secouru tellement d'enfants. C'était difficile de les nourrir tous et de pourvoir à tous leurs besoins. Beaucoup d'enfants n'avaient même pas de vêtements appropriés. Leur santé était très dégradée. Et pas seulement cela,
Mais la police également, c'est la puissance des hommes dans les villes, avec les autochtones, les gens des tribus, les gens des villages qui venaient dans les grandes villes, qui essayaient de vivre. Ce n'est pas facile, vous savez. Ça a été aussi l'un des grands défis. Deuxièmement, la deuxième question, votre deuxième question, quelle était votre deuxième question, s'il vous plaît, pardon? Bah, déjà, je vous félicite pour ce que vous avez pu faire, mais justement, ça a attiré mon attention. Quelle est la situation aujourd'hui donc, de ces enfants? Est-ce qu'on constate encore maintenant, vous n'êtes plus dans cette région, c'était à l'époque quand vous étudiez dans le sud, mais est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des enlèvements? J'imagine que oui, mais des enlèvements d'enfants. Est-ce que de nombreuses ONG maintenant se chargent de protéger ces enfants qui sont enlevés de leur village? Yes, I Oui, cannot say completely we are secure in je ne veux pas dire qu'on soit maintenant tout à fait en sécurité par rapport aux enfants. Comme je l'ai dit, chaque village a ses propres autorités, c'est sa propre liberté ou libéralité pour régner et pour donc nous sommes en contact avec les autorités régionales, mais ce n'est pas facile de tout contrôler et de veiller à ce que tout le monde soit en sécurité. Nous voyons plus de crises aujourd'hui, plus de pauvreté même, plus de chômage aussi. Là où je suis, il n'y a pas d'usine. Où est-ce que les gens peuvent aller pour trouver du travail, avoir des revenus? Et donc, ils sont tentés, et même les jeunes filles, les jeunes garçons, de partir. Oui, il y a quand même des cas de trafic qui arrivent encore, qui existent, même des cas directs et même indirects de trafic. Mais beaucoup d'ONG font de leur mieux pour vraiment veiller contre cela et protéger les jeunes garçons, les jeunes filles, même les garçons vraiment autochtones. Beaucoup de garçons qui sont qui sont impliqués dans des trafics. Ça se passe encore. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés voir les autorités des villages. Nous avons consulté avec l'aide des petits services, des petites autorités et les autorités judiciaires. Nous leur avons parlé de la protection des enfants, des femmes autochtones et comment les encourager à les garder en sécurité. Nous le faisons au niveau des villages, au niveau des comités ou des comités même de femmes. Pour qu'on puisse facilement identifier d'où viennent les femmes, où sont les enfants, où vont les enfants, pour pouvoir vraiment identifier les personnes, les jeunes filles, les jeunes garçons, les enfants qui partent et pour aller où? Est-ce que c'est pour aller étudier? Est-ce que c'est pour aller travailler? Et ça se passe également. Et pour essayer d'avoir vraiment une idée des enfants, des femmes qui sont en dehors des communautés, là où ils travaillent, de savoir là où ils étudient, pour pouvoir faire un suivi. Nous avons un groupe de suivi qui prend du temps pour faire un suivi. Ça prend du temps, oui, mais ce n'est pas facile de contrôler cela. Ce n'est pas facile de les maintenir dans les villages. Tout le monde veut travailler et aider ses parents. Tout le monde veut travailler et veut gagner son pain de chaque jour. Voilà ce qui se passe. Et nous avons également un manque de soutien, de système de soutien, un manque de documentation également. Nous avons besoin de personnes qualifiées, d'agents
qui peuvent aider, qui peuvent avoir un système de soutien. Dans mon expérience, par exemple, les jeunes filles, les jeunes enfants qui s'enfuient de chez eux ou qui s'enfuient de leur lieu d'accueil, ils veulent qu'on fasse des recherches. On veut qu'on cherche ceux qui se sont enfuis. Mais combien? Mais quand c'est des semaines, quand c'est des mois et que la personne n'a pas assez d'argent pour survivre, il y a une limite dans la mise dans la loi de ce que la police peut faire. Ils ont beaucoup de travail aussi. La charge de travail est importante. Donc, dans certains cas, ce n'est pas facile pour que des groupes, des personnes individuelles aillent faire des recherches ou cherchent ceux qui se sont enfuis. Ça aussi, c'est un défi. Effectivement, et ce que vous expliquez aussi, cette expérience montre l'importance en fait de la reconnaissance des institutions propres autochtones et de leur donner plus de compétences pour que justement vous puissiez gérer toutes les affaires qui vous concernent. Et pour revenir, parce qu'on en parlait tout à l'heure, aux autorités traditionnelles, on indiquait que l'une de vos grandes luttes, parmi toutes les luttes que vous mentionnez, mais qui sont toutes liées au bien-être, comme vous l'indiquez, en fait, l'une des luttes a été donc d'assurer la participation des femmes, donc notamment dans la prise de décision dans votre village. Donc, je vais partager une image. Et si vous pouviez nous relater donc cette expérience, comment est-ce que votre discours, votre revendication pour la participation des femmes a été reçue et comment elle fonctionne aujourd'hui. Et je vais partager une photographie que vous m'avez aussi confiée. Cette image-là. Yeah, I think this picture I have explained it. Image que j'ai expliquée, Yeah. This woman, cette femme, which one? Ah, This one. Yeah. My tribe, Sumi tribe is ma in, tribu Sumi in the est habituée à des coutumes pour habitude de respecter les femmes et de protéger les enfants. Mais il y a des lois coutumières qui ne peuvent pas, comment dire, qui ne font pas justice aux femmes, qui ne font pas justice aux femmes et aux enfants lorsqu'ils sont victimes. Donc ça, c'est la cheftaine du village. Donc les chefs du village. Et je parle des chefs du village quand j'ai l'occasion de leur rendre visite, de visiter mon village. Je les rencontre, je parle toujours avec les chefs du village et j'essaie de les convaincre. Ce n'est pas vraiment une conviction, mais je leur dis qu'ils ont besoin des femmes pour faire partie des décisions, pour prendre les décisions concernant le village. C'est toujours de cela que je parle quand je parle du développement du village. J'apprécie ce qu'ils font. Je parle aussi de leur manque de coopération et je parle aussi de la corruption que je vois. On le voit au niveau d'un village. On ne fait pas un développement approprié, mais ils appellent ça du développement. Donc, ce que je comprends, c'est que le développement, c'est du développement. Que la propriété du village, c'est la propriété du village. Que la voix de la communauté, c'est la voix de la communauté. Et que le rôle des femmes, la plupart du temps, les femmes sont fortes, surtout sur la sécurité alimentaire. Et les femmes vont au champ également. Elles vont nourrir leurs enfants, nourrir leurs maris.
Je ne sais pas si les femmes ont le temps même de dormir, vraiment. Nuit et jour, les femmes sont toujours occupées, s'affairent pour leur foyer, pour l'alimenter, pour la sécurité alimentaire, mais et ce n'est pas payé. Donc, les femmes doivent pouvoir diminuer la charge de travail et les hommes doivent reconnaître ce qu'elles font. Par exemple, si une fille est mariée, la décision revient au père, pas à la mère. C'est le père qui décide du mariage de la fille. Alors, quelle est l'utilité d'avoir la mère? La mère qui s'est occupée de moi. Pendant 9 mois, elle m'a portée, elle m'a nourrie. Et lorsqu'il est question de la marier, la femme n'est pas entendue, sa voix n'est pas écoutée. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui doivent être rectifiées, qui doivent être reconnues, beaucoup de choses à faire pour que les femmes puissent faire partie des décideurs. Je viens d'un village dans les montagnes, dans les collines, tout le village. Ils ne donnent pas l'occasion aux femmes d'être impliquées au niveau du conseil du village, au niveau des comités. Mais ici, sur cette image, vous voyez 2 dames sur la droite, 2009, en 2009, 2019 ou 20. Alors ça, c'est une autre tribu où ce sont que des femmes. C'est un groupe de femmes qui ont nommé ces 2 femmes pour devenir des déciseurs pour le groupe des hommes. Donc là, des bonnes choses. On a reconnu que ces 2 femmes pouvaient faire partie des décideurs. Ce n'est pas seulement dans un seul village que ça peut se passer, mais pour tous les peuples soumis de toutes les tribus, ils peuvent faire la même chose. Alors, pour ma part, c'est ça le défi que je lance. Ce n'est pas facile d'être la seule avec les hommes à prendre des décisions. Je suis ravie d'être avec ces groupes d'hommes parce que les hommes entendent, écoutent la voix des femmes et ils nous écoutent. Je veux partager avec les femmes. Parfois, on parle, oui, des droits des femmes, mais si on n'est pas en lien connecté avec notre société civile, notre communauté, comment est-ce qu'on va pouvoir aboutir aux droits des femmes? Mais la façon d'agir dans la communauté et dans notre société pour justement la question des décisions, sans être abordable, respectable. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant et je suis ravie d'être avec eux. Ici, c'était une réunion de femmes, de leaders. Nous avons donc des tribus d'indigènes, de tribus soumis. Nous avons des villages de 140 personnes qui ont été reconnus ou des villages reconnus. Et dans chaque région, il y a une femme leader reconnue. Donc ici, ce sont toutes les femmes leaders de ces différents villages donc, qui ont été reconnues, qui se sont réunies et nous avons fait au mieux pour montrer l'exemple parmi les hommes et aussi au sein de nos communautés, mais aussi pour montrer l'exemple aux autres communautés, aux autres tribus, pour qu'on puisse habiter ensemble, coexister avec sérénité. Pour la question d'environnement, les femmes aussi font face à beaucoup de questions, de difficultés. Ici, là, nous avons travaillé sur 3 plantations. Nous avons planté des arbres.
chaque femme a planté en leur nom personnel. Par exemple, je tiens ici une plante ou un pied. Donc, l'arbre aura mon nom, portera mon nom personnel. Il portera mon nom. Donc, chaque personne prendra soin de sa plantation et ça va continuer de grandir pour nous produire de la vie. Ça, c'est les opportunités que nous avons eues au sein du groupe de femmes. Et c'est ce groupe qui a donc nommé ces 2 femmes comme décideurs jusqu'à l'année prochaine. Ce sera ensuite à mon tour. Merci Kenny. Donc on va poursuivre justement dans cette conversation. Vous nous expliquiez, nous indiquiez que les femmes avaient un rôle fondamental dans l'éducation, dans la protection du territoire. Et donc je voudrais revenir maintenant sur la transmission du savoir. J'ai lu des articles donc, sur les connaissances traditionnelles de votre peuple. Il y a même des études qui expliquent que votre peuple a développé des indicateurs écologiques liés aux pratiques agricoles, à la prédiction des variations des saisons. Votre mère, vous expliquez dans des biographies qui circulent que votre mère pratiquait également la médecine traditionnelle. Elle était préoccupée aussi par la préservation des semences et elle essayait justement de partager son savoir. Donc, j'aimerais que vous parliez d'une part de l'héritage de votre mère et si vous pouviez nous donner des exemples donc, de savoirs traditionnels soumis liés à la protection et à la conservation de la biodiversité et des écosystèmes. Yes. If I'm not coming to the point, please come back to me. And you can even N'hésitez pas à revenir vers moi si je ne couvre pas toutes les questions. Yeah. So this is I have a small forest land. Donc j'ai une petite terre de forêt qui m'appartient. So women has a right to have a land. Les femmes ont le droit d'avoir de la terre. Et c'est un des grands accomplissements de ma part. Et lorsqu'on enseigne aux jeunes enfants, aux jeunes adultes, comment protéger les forêts et aussi comment planter des arbres, pour pouvoir être en lien avec les arbres qui nous donnent la vie. Voici l'image. Ce sont des indicateurs au final de tout ce qui concerne l'agriculture, qui peut être justement aidée, des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre. Et puis aussi, il s'agit de voir au niveau des saisons, au fil des saisons, ce qui peut être fait avec les problématiques de l'environnement. Et ici, eh bien, nous voyons ce type de pratiques. Et ceci dit, ces pratiques de sagesse sont un peu en train de disparaître, hélas. Et par exemple, au niveau même des abeilles, qui justement ont leurs ruches, etc., eh bien, ce type de pratique disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette habitude de gestion de ce type d'activité. Parce qu'en fait, il y avait cette tradition dans le passé de gérer aussi cet aspect de la nature. Et donc, nous avons différentes générations et il s'agit au final de tout ce qui est légué au niveau des pratiques culturelles. Mais, comme je le disais, il y a tout de même ce savoir qui est transmis. Et donc, il y a un manque de documentation, comme je le disais, au niveau de la connaissance traditionnelle qui est léguée. Donc, en fait, ceci est une grosse perte.
hélas. Et y compris aujourd'hui, la communauté dépend de cela. Et c'est déterminant de fonder, n'est-ce pas, notre activité sur ça. Alors, les saisons, la nature et les catastrophes naturelles qui ont lieu, eh bien, ceci est terrible puisque enfin, il n'y a plus de modèle climatique, n'est-ce pas, avec ce désastre du changement climatique. Et donc, que ce soit au niveau des communautés locales et ces abeilles dont je parle avec les ruches, etc. Donc, en fait, les communautés utilisent des bambous, le bambou, qui est aussi, comme vous le voyez sur cette photo, très présent parce qu'il est protégé. Et le bambou est l'une de nos traditions, n'est-ce pas, que nous avons au Nagaland. Donc, c'est ancestral. Et donc, y compris par rapport au bambou, qui voilà, doivent continuer à vivre, et nous n'avons plus eu la possibilité de planter d'autres arbres de bambou. Et il faut respecter certaines saisons pour pouvoir le planter. Et donc, si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas avoir d'autres bambous. Et puis, il y a d'autres exemples. Au niveau des cultures qui ont été endommagées dans le cadre justement de catastrophes naturelles. Et donc, cela a une influence sur la communauté, évidemment. Et donc, chacun est inquiet au niveau des forêts, au niveau des cultures, etc. Et donc, la communauté Sumi est dépendante des forêts pour la production alimentaire, donc pour nourrir, pour subvenir à nos besoins. Et donc, il s'agit de cueillir, par exemple, des herbes naturelles qui grandissent dans les forêts, au milieu des forêts. Et donc, ceci est un indicateur très clé, au niveau des pratiques de l'agriculture et aussi de tout ce qui concerne les prédicats liés au changement climatique, etc. Et donc, y compris par rapport aux espèces d'arbres, comme je le disais, eh bien, il y a tout ce qui concerne la possibilité d'avoir des récoltes, de suivre les saisons et de ne pas... et donc, voilà pourquoi ceci est fondamental. Les tribus soumises donc, utilisent ce type d'indicateur et peuvent aussi se déplacer. Et donc, on considère de près tous ces aspects. Alors, il y a aussi des activités locales. Alors, nous avons différentes typologies de poissons, par exemple, et on peut les pêcher que dans certaines périodes de l'année. Par exemple, nous avons des poissons-chats. Et les poissons-chats, par exemple, peuvent être pêchés que en hiver. Enfin, voilà, donc tout cela détermine les zones d'agriculture et voilà pourquoi on a tellement de typologies d'utilisation traditionnelle de l'agriculture et des pratiques de notre tribu. Mais aujourd'hui, on est en train de perdre beaucoup de ces traditions parce que beaucoup de personnes, eh bien, comme je le disais, perdent tout cela. On perd ces pratiques, on perd nos traditions. Et donc, notre identité en elle-même est touchée, hélas. Merci. Est-ce que vous pouvez nous commenter quelle culture, l'image que nous voyons sur l'écran?
Yeah. Yeah, as I said. Oui, en fait, nous avons ici les femmes qui sont toutes impliquées et elles ont un rôle fondamental. Hein, ça, je le disais déjà tout à l'heure, dans les cultures, dans tout ce qui est les cultures et la sécurité alimentaire, puisque ici, on a le temps des moissons. Et c'est la tradition. On a la possibilité justement d'utiliser, enfin de récolter justement durant le temps des moissons. Et donc, les femmes ont un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire et dans la gestion de tout ce qui concerne justement la nourriture. Bien. Et pour en revenir encore au rôle de votre maman, je crois qu'elle pratiquait, elle avait une connaissance, probablement comme beaucoup de femmes de votre peuple, de la médecine traditionnelle. Et j'aurais voulu parler donc, de la santé, de l'approche de la santé selon votre peuple. Pourquoi? Parce que l'Organisation mondiale de la santé donc, promeut une approche d'une santé globale, une santé unique, tout est interconnecté. Et l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones organise en avril prochain, donc à New York, une session sur le thème Peuple autochtone, santé humaine, santé planétaire et territoriale et changement climatique, une approche axée sur les droits. Donc, j'aurais aimé savoir si vous pouviez nous parler un petit peu donc, de la conception soumise de la santé. Donc, comment est-ce que la santé est conçue par votre peuple? Regarding on Alors, WHO, pour ce qui est de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, le fait de travailler sur des approches liées à la santé, cela est très important. On a passé une année entière à étudier ces points. Et au niveau de mon village, il n'y a pas de visibilité de l'action de l'OMS. Et voilà pourquoi je voulais parler de ma maman aussi, comme vous le disiez. Alors, oui, je l'ai vue, en effet, faire, comment dirais-je, elle-même ces pratiques. Il n'y avait pas de soins de santé, il n'y avait pas de structure de santé. Donc, comment, finalement, les femmes ont pu gérer ces aspects-là elles-mêmes? Et beaucoup de femmes étaient dans ce cas. Et donc, avant d'atteindre ou d'aller dans des soins de santé ou dans des hôpitaux, etc., eh bien, par exemple, y compris au niveau, par exemple, de leur accouchement, etc., c'était très délicat. Et donc ici, nous avons tout un résumé qui a été mis en œuvre, comme je le disais, en fait. Et donc ici, c'était il y a plus d'un siècle maintenant. On a investi beaucoup, mais on a également mis en œuvre toute une série de collaborations donc entre la société et ce sont des communications que nous proposons sur la santé. Alors voilà, on va dire tout ce qui est fait au niveau du village, à ce niveau-là, ce sont des échanges qui peuvent être utiles à la communauté entière. Donc comment dirais-je, avoir des règles d'hygiène, etc. Donc, ce sont des initiatives de santé et d'hygiène qui sont proposées globalement. Et donc, en fait, nous considérons l'implication une application comment dirais-je, une vision holistique de l'hygiène, de la santé. Donc, c'est quelque chose de global qui est proposé. Voilà pourquoi on a utilisé aussi, eh bien, au niveau local, par exemple, les plantes, comme je le disais. Et donc, cela fait partie aussi de soins alternatifs de santé, comme les tisanes, etc. Et donc, voilà pourquoi cela a été très important aussi durant la COVID-19. Ça a beaucoup
impacté les autochtones, les tribus, notamment dans les villages plus reculés, la crise du Covid. Donc, les comités de village ont essayé de protéger les villages, c'est-à-dire de ne pas permettre à des étrangers de venir dans les villages pour ne pas répandre la maladie. Par le Covid-19, mon peuple et les autochtones, les peuples des tribus ont été plus conscients des questions de soins, par exemple des centres de santé. Il n'y a pas de lieu comme cela, de centre de santé. Il n'y a personne qui nous emmène dans les centres de santé, dans les villes. Pas de soins disponibles dans les villages, pas de centres de santé disponibles dans les villages. Beaucoup de villages n'ont pas accès à tous ces soins de santé, aux centres de santé. Et en ce qui concerne mon peuple, nous avons dû dépendre totalement sur les herbes traditionnelles, notamment pendant la crise du Covid. Et nous avons donc cette connaissance, nous avons dû la raviver. Nous avions oublié un peu ces connaissances ancestrales, mais nous avons ravivé pendant la crise du Covid, notamment les herbes, pour pouvoir nous protéger, nous empêcher les maladies. C'est une manière de retourner à nos traditions et de dépendre de notre médecine traditionnelle pour nous protéger, pour empêcher la maladie. J'aimerais partager également, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser au niveau des herbes pour les pratiques médicinales. La plupart des gens s'en sont servis de ces plantes pendant le Covid parce qu'il n'y avait pas de centre de santé, il n'y avait rien, il n'y avait aucune accessibilité, les rues étaient bloquées, les routes étaient bloquées, il n'y avait pas de services médicaux. Ce que nous avons utilisé dans le passé, nous l'avons utilisé à nouveau pendant cette période, notamment dans les papayes. La papaye, le fruit de la papaye, on peut manger, mais il y a la fleur du papaye qui donne pas du fruit, mais qui donne une farine ou une fleur, je ne sais pas. Ça, c'est très important pour soigner la toux, par exemple, la fièvre. Et même les douleurs du corps. La plupart des villageois ont utilisé donc ces fleurs des papayes, des graines de papaye, et nous les séchons, nous les écrasons, et nous faisons comme un genre de poudre, de pommade avec. On le mélange avec de l'eau. Et nous utilisons donc cette mixture et ça marche vraiment, ça marchait. Nous avons également la peau des mangues, les feuilles de mangue, les peaux de goyave, de feuilles de goyave, de citron. Nous avons un citron local et des feuilles de citron. Nous ne sommes pas perdus, en tout cas, nous avons des choses. C'était très utile, mais ce n'est pas suffisant. Pour cette génération et pour la génération future, les gens oublient les médecines traditionnelles. Alors, je veux parler de l'organisation de la santé qui doit vraiment se focaliser. L'organisation de la santé doit se focaliser sur les villages, c'est-à-dire que chaque être humain doit pouvoir avoir accès au centre de soins.
l'OMS devrait vraiment toucher les gens au niveau des villages et reconnaître l'importance des traditions, des connaissances autochtones en termes de médecine. C'est là où j'en voulais en venir. Oui, un message très important et je pense qu'il sera aussi transmis à l'occasion donc, de la prochaine instance, la prochaine session de l'instance permanente sur les questions autochtones. Je suis tellement navrée parce que le temps est passé très, très vite. J'avais encore quelques questions, mais je vais vous en poser une dernière et ensuite, je vais laisser la parole à Tarini Mehta qui avait aussi également une question à vous poser. Donc, ma question, c'est en lien avec ce que vous venez d'indiquer. Donc, quel est aujourd'hui donc votre souhait pour les générations futures de votre peuple soumis? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Quels sont leurs conseils que vous souhaitez leur donner? My desire is a lot. Les désirs, c'est beaucoup, c'est une grande liste. Ce qui est le plus important, pardon, dans ce que je désire voir se passer, c'est de combattre, de lutter pour la préservation des générations futures du peuple soumis. C'est une priorité absolue pour moi. Si nous avons une terre et de préserver notre terre également, si nous avons la terre, nous avons notre identité qui est préservée. Il semble qu'on perde notre terre dans beaucoup d'endroits. Un de mes combats, de mes plaidoyers principaux, c'est que beaucoup de peuples non autochtones cherchent à se marier avec des autochtones pour pouvoir prendre possession de la terre. Ici, dans mon État, les non-autochtones n'ont pas la propriété, ils ne peuvent pas acheter en fait, ils ne peuvent pas acheter de terre. Mais la génération est en train de changer, il y a des changements qui arrivent. Les parents commencent à donner leur propriété, leurs terres à leurs filles. Donc, si c'est un non-autochtone qui épouse la fille, eh bien, ça ira du côté du mari. Nous voulons sensibiliser vraiment cette question de distribution des terres. Mais si j'épouse quelqu'un qui n'est pas autochtone, ma terre, la terre de mes parents, la terre de ma communauté ne devrait pas pouvoir aller vers des peuples autochtones. Ça, c'est un grand défi. Il y a des gens qui veulent avoir des listes ou qui veulent avoir, qui peuvent avoir des terres à louer des terres à payer peut-être pour 50 ans, même jusqu'à 100 ans. Vous imaginez un peu de vivre jusqu'à 100 ans. Donc, la terre sera perdue. On a commencé de dire à la jeune génération de ne pas louer les terres. Également, aussi aux jeunes filles de gagner de l'argent pour acheter leur propre terre, pour être en sécurité et sécuriser leurs terres. Et de la même manière, les jeunes garçons, de se focaliser sur les terres, de protéger les terres, de posséder les terres. Et d'utiliser la terre pour les communautés, pour la communauté, pour l'utilisation de la communauté. Pour moi, la terre, c'est vraiment capital. Jusqu'à aujourd'hui, je parle encore de la sécurité des terres, de la distribution des terres. Même demain, si j'ai encore l'occasion de le faire, eh bien, je dis que la jeune génération
doit pouvoir se répartir les terres et sécuriser les terres pour que cela soit utile pour l'identité de nos peuples. Si nous perdons nos terres, eh bien, comment pouvons-nous appeler nos peuples autochtones? Et comment dire que nous sommes des tribus de cette communauté? Donc, nos terres doivent être protégées. Il y a des agences gouvernementales qui veulent peut-être faire des développements, des constructions ou d'autres choses sur les terres. Donc, nous avons notre mot à dire pour ne pas recevoir de compensation en échange des terres. S'ils veulent prendre nos terres et que l'on prend la compensation, eh bien, ça veut dire à ce moment-là que la terre va aller entre les mains du gouvernement. La jeune génération aujourd'hui doit apprendre à garder, à sécuriser les terres. C'est vraiment très important. Merci. Merci beaucoup, Catherine, pour ce message. Je vais laisser la parole, Tarini. Est-ce que vous nous entendez? Vous aviez des questions à poser à notre invité, si vous êtes encore disponible? Sorry, are you? Oui, Can you hear me? oui, on vous entend. So that was a wonderful presentation, and I learned C'est une présentation vraiment formidable. your community and Merci sur votre communauté, sur vos lois, vos coutumes et les générations qui se sont développées. Je suis aussi impliquée dans les lois environnementales. J'aimerais en savoir un peu plus sur les normes et les lois coutumières que vous avez, comment elles s'appliquent pour la protection des ressources et également le rôle des femmes. Quelles sont les manières dont les femmes ont joué un rôle dans la conservation des ressources dans votre région? Community is a product of this on land. Donc, la communauté agit pour la protection des forêts, des terres. Le gouvernement cherche aussi à avoir ses propres réserves de forêt. Et en tant que comité, nous protégeons toutes sortes de choses, notamment de réserves, pour réserver les forêts, pour protéger les forêts. Et il y a un système de remise au niveau des... Et donc, pour la chasse, pardon. Il y a également des saisons. Donc, pour la chasse et la pêche, tout cela également préservé ou protégé. Chaque village, pardon, pas les générations nouvelles, mais c'est quelque chose qui se pratiquait depuis très, très longtemps. Donc, une organisation au niveau de la chasse et de la pêche pour la protection de l'environnement. Et comme je l'ai dit, les femmes jouent un rôle important dans cette question d'environnement. Quelles que soient les terres, les forêts, les propriétés, on dit que c'est aux hommes, mais les femmes, malgré tout, ont la liberté d'utiliser donc ces terrains, ces forêts, ces terres, et les femmes qui ont l'occasion d'utiliser donc ces terres, de cultiver même ces terres, de protéger
l'environnement, l'écosystème écologique, toutes ces choses. Les femmes indiennes jouent un rôle important pour éviter justement l'utilisation des plastiques également. Et les différents types de plastique, au lieu d'utiliser du plastique, par exemple, d'utiliser des produits locaux, des choses, des ressources ou des matériaux naturels. Et les femmes soutiennent les hommes. Et en général, les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Et lorsqu'il arrive le temps des conclusions par rapport aux décisions qui ont été prises, ce que les hommes ont décidé, eh bien, c'est ce que les femmes doivent faire. Si les hommes décident, les femmes exécutent. C'est ainsi. Les femmes jouent un rôle pour la sécurité alimentaire, pour faire des concerts, pour préserver l'alimentation, pour la famille, pour nourrir la famille, pour la communauté également. Même elles en font une source de revenus quotidiens en vendant des choses, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour leur permettre de vivre, pour avoir un revenu. Donc, nous avons besoin d'un système de soutien également. Merci beaucoup, Catherine. Tarini, avez-vous une dernière question? Après, je crois qu'il va falloir que nous libérions les interprètes qui sont en train de déplacer leur champ. Non, je crois que on va clore cette session. Je vous remercie infiniment, notre chère Catherine, pour tout ce savoir que vous avez partagé sur votre expérience et aussi même ces savoirs médicinaux pour aider la population donc à se soigner. Vous êtes définitivement une femme de paix, donc c'était un grand honneur de s'entretenir avec vous, de dialoguer avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie au nom de la chaire pour ces messages que vous adressez donc de paix, ces messages que vous adressez aussi aux femmes, ces messages que vous adressez à l'OMS et aux jeunes générations futures, que nous allons nous charger aussi donc de diffuser grâce à ce dialogue qui va être transmis ensuite sur la chaîne YouTube donc de la chaire, donc que d'autres personnes pourront visionner. Nous allons également réaliser un résumé qui va retranscrire une partie donc, du dialogue de ce jour, donc par écrit, pour que ça puisse également circuler et donc faire passer vos messages. Un grand merci donc aux interprètes. On les a fait dépasser de quelques minutes. La traduction était effectivement parfaite. Et voilà pour mes remerciements. Donc, Thank you so much, Leslie. You have been wonderful, Miss Kelly. It was absolutely marvelous. Merci, vous avez été merveilleuse, Miss Kelly était formidable. Merci beaucoup. See you soon and à très très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Satisfy question, but I wish if I'm qualified to be satisfy all your questions. Je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Beaucoup de choses pour lesquelles on doit maintenant réfléchir, sur lesquelles réfléchir à présent. Suite à votre intervention, merci beaucoup. Merci. Portez-vous bien, merci. On va couper la session. Nos meilleurs vœux pour